Bonjour à tous et bienvenue dans le live hebdomadaire du 24 heures. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des tiers-lieux. Mais alors, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Ce sont des espaces hybrides qui combinent travail, coordination, collaboration, culture et même innovation. Ces espaces y sont en rupture avec le modèle conventionnel qu'on connaît aujourd'hui. Ils réinventent la manière dont on imagine le travail, l'éducation et la vie collective. Aujourd'hui, nous sommes avec Adriana Buero, qui travaille aujourd'hui pour les Imaginations Fertiles au quartier Bellefontaine, dans un tiers-lieu emblématique à Toulouse. Elle nous parlera de son rôle et de l'impact de ce lieu dans le quartier et pour la ville et ses habitants. Avant de commencer notre format boîte à questions, Adriana, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Oui, bonjour à vous tous et à vous toutes, merci Lucie. Donc en fait un tiers-lieu, on n'a pas vraiment de définition de ce que c'est qu'un tiers-lieu en fait. On va pas le définir parce qu'il est mais parce qu'il fait un tiers-lieu normalement. Donc c'est vrai qu'il y a une définition qui avait été évoquée par un sociologue américain en 1989 autour en fait de lieux hybrides qui relèvent ni du domicile ni du travail, et qui sont un peu un entre-deux entre l'espace privé et l'espace public. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ce concept de tiers-lieu. Un tiers, c'est pas la maison, c'est pas le travail, c'est un tiers-lieu. C'est un lieu entre les deux espaces, entre l'espace public, privé, travail. Pour nous, en fait, les tiers-lieux, de ce qu'on fait dans les tiers-lieux, on travaille sur 4 ingrédients principaux. Donc le premier ingrédient, c'est que ça soit un outil ressource pour son territoire. Donc en fait, qu'on puisse proposer des espaces, des accompagnements, des services qui soient en fait pour le territoire, qui soient remontés en fait par des besoins du territoire. Dans un deuxième lieu, on a aussi tout ce qui est la communauté. Donc en fait, c'est voilà, avec plusieurs mixités de public, différentes typologies de personnes qui viennent travailler avec des compétences différentes aussi. On a aussi des espaces mutualisés. Donc en fait, on peut avoir des espaces comme le coworking, comme des espaces d'ateliers de fabrication partagés, comme des espaces détente, voilà, des espaces où on peut échanger. Et bien sûr, le dernier ingrédient et le plus important un peu pour nous aussi, c'est toute la question animation, comment on peut animer tout cela et en fait pouvoir créer des espaces collaboratifs, d'échange, de partage et d'ouverture aussi sur le territoire. Donc ces lieux sont accessibles à tout le monde? Oui. Donc on va passer au format boîte à questions. Hop. Je vous laisse piocher une petite question et réfléchir. Ok. Donc je lis la question. Allez, s'il vous plaît. Alors, un tiers-lieu est-il accessible à tous? Donc voilà, justement, je disais oui, mais je n'ai pas raisonné un peu ma réponse. Donc effectivement, un tiers-lieu est accessible à tous. C'est le principe des tiers-lieux, d'être un lieu ressource pour son territoire. Donc en fait, effectivement, nous ici, nous avons des structures résidentes qui travaillent sur le lieu, mais aussi pas mal d'usagers, d'habitants aussi qui vont venir sur les lieux. Et aussi des personnes, des entreprises, des personnes, des formateurs qui vont venir aussi louer des espaces et s'inspirer en fait de la dynamique des tiers-lieux. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde, comme aussi des espaces d'expérimentation, de pouvoir venir aussi tester, expérimenter si des personnes montent des projets par exemple. Voilà, on est aussi là pour pouvoir accueillir toutes les innovations et les expérimentations du territoire. Je vous laisse piocher une prochaine question. Alors, comment est financé un tiers-lieu? Alors, ça va dépendre des tiers-lieux. Il y a vraiment différentes modalités de financement. Moi, je pourrais parler du tiers-lieu ici, du tiers-lieu de Bellefontaine. Donc, effectivement, nous, on a des structures résidentes, en fait. Nous-mêmes, à les Imaginations Fertiles, on est une structure résidente avec un modèle économique où on va louer des espaces pour pouvoir venir travailler ici. Donc déjà, voilà, il y a une location, un loyer à payer. Après, sur le montage du tiers-lieu, ça s'est fait quand même avec pas mal de subventions en fait, publiques, surtout des subventions ici de structures collectivités du territoire, de la région, de la métropole, etc., sur le fonctionnement du lieu.
de comment pouvoir ouvrir ce lieu avec des animations, avec des temps d'échange, avec des temps partagés aussi. Et après, on a un modèle, on va dire, économique qui est plus dans tout ce qui est prestations de services, etc. Donc c'est à nous aussi d'aller chercher l'argent pour pouvoir maintenir un tout petit peu l'activité du tiers-lieu. Mais dans tous les cas, voilà, nous, dans notre modèle, c'est une foncière responsable à laquelle on va payer un loyer. Et en échange, en fait, on va pouvoir justement animer, gérer un peu ce tiers-lieu. Et après, chaque structure résidente va avoir des modèles économiques différents. Ok, et par rapport à ceux qui viennent ici, des particuliers, je dirais, est-ce que eux, ils payent des abonnements ou quelque chose pour venir ici? Alors ça va être un peu différent. Donc nous, les Imaginations Fertiles, on va proposer pas mal événements ouverts à tous les publics et qui sont gratuits. Donc sur ces événements-là, on va justement demander des financements pour développer ces typologies d'activités, pouvoir ouvrir le tiers-lieu, etc. Donc non, c'est pas payant. Pareil pour les ateliers de fabrication, c'est un peu le même modèle avec des subventions publiques qu'on va pouvoir développer des activités, proposer par exemple des ateliers partagés. Là, on a les vendredis par exemple pro, où on va proposer toute une journée pour que des professionnels puissent venir sur un espace de travail partagé, expérimenter, échanger avec d'autres personnes aussi, d'autres artisans ou professionnels de l'artisanat ou juste des entrepreneurs qui décident de travailler un peu la fabrication de leur carte de visite, de leur présentoir pour leur entreprise, etc. Et donc en fait de créer des espaces de croisement en fait et d'échanges entre pairs. Non, je pense qu'on n'a absolument rien, même sauf les formations peut-être. Il y a des formations qui sont payantes, mais il y a pas mal de formations aussi qui sont prises en charge par différents dispositifs aussi. Par exemple, nous, on propose aussi une formation pour des créatrices en quartier prioritaire de la ville, où elles peuvent justement venir se former sur un format de 6 mois. On les accompagne en fait pour créer leur stand, accompagner sur la gamme de produits, de couleurs, etc., jusqu'au test de vente en fait sur des marchés sur Toulouse. Donc voilà, c'est aussi des formations qui sont financées en fait à côté ici particulièrement par la région. Okay. Donc concrètement, un habitant de la ville de Toulouse peut venir pour profiter des espaces de coworking. Alors les espaces de coworking, c'est encore autre chose. Effectivement, nous allons avoir ici, nous avons des espaces de coworking donc avec 2 modalités où on va payer justement pour ces espaces parce que c'est plutôt pour des entrepreneurs et des entreprises aussi, voilà, qui viennent sur les espaces et qui profitent aussi de la dynamique du lieu pour se plonger un tout petit peu dans ce milieu de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale, de la fabrication numérique. Donc on peut avoir ou bien on va dire des cartes en fait des résidents permanents, des personnes qui peuvent venir tous les jours sur le coworking, 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, 7 jours sur 7, pardon, ou bien aussi des cartes de 10 demi-journées ou de 10 journées où on peut venir quand on veut en fait ici sur les espaces. Et après on va avoir un autre dispositif qu'on appelle des FIOC où en fait on propose des espaces gratuits pour des personnes qui sont en formation. Donc on peut leur proposer aussi des bureaux déjà aménagés avec des ordinateurs, avec des casques, etc. pour pouvoir réaliser des formations. Donc voilà, ces espaces sont gratuits pour les personnes en formation. Et encore, après, on fait tout un travail avec des structures de l'accompagnement à la création d'entreprises pour que les gens qui sont accompagnés puissent venir ici gratuitement aussi, travailler sur les espaces et pouvoir aussi profiter de cette dynamique de tiers-lieu. Donc pour finir sur cet aspect financement, ce qui est payant réellement pour la personne qui vient, c'est l'espace de coworking. Oui. Ils n'ont rien d'autre à la payer. Location d'espace en fait Voilà. pour travailler, pour venir travailler. Ouais. Merci. Avec plaisir. Je vais piocher une prochaine question. Ouais. Hop. Alors, quels sont les principaux défis auxquels les tiers-lieux répondent, notamment à Toulouse? Donc, en fait, à Toulouse, il y a toute une dynamique de tiers-lieux totems qui ont été identifiés comme des tiers-lieux totems. On va dire qu'il y a 6 tiers-lieux totems sur la métropole de Toulouse, dont chaque tiers-lieu va aborder différentes thématiques, défis, justement de société. Donc, on va avoir par exemple, sur les 6, les Herbes Folles, qui est à côté de la gare Matabio, qui va répondre à des défis d'économie circulaire, de réemploi et de transition écologique.
On va avoir le tiers-lieu des Imbriqués qui est au nord de Toulouse, qui va répondre à des enjeux, des défis en fait autour de l'artisanat local. On va voir le tiers-lieu du Rose Lab, qui est plutôt un Fab Lab, laboratoire de fabrication, qui répond à des enjeux de fabrication numérique. On va avoir le tiers-lieu de la cartoucherie, les Halles de la cartoucherie, tout le monde connaît, mais voilà, c'est aussi un lieu engagé et qui répond à des enjeux de consommation responsable. On va voir le tiers-lieu, alors j'oublie qui, Eden, pardon, le tiers-lieu Eden qui va répondre à des défis d'alimentation durable et agriculture urbaine. Et finalement, le tiers-lieu ici aux imaginations fertiles qui répond plutôt à des défis d'inclusion et d'innovation sociale. Okay. Voilà, sur les différents défis. Et tous les lieux sont ouverts, voilà, bien sûr, à tout le monde. Voilà. Hop. Alors, quel type d'événements sont organisés dans les tiers-lieux pour engager la communauté et attirer de nouveaux membres? Donc, ça va dépendre justement des thématiques, des défis des lieux. Par exemple, je parlais de Eden avant, sur l'agriculture urbaine et l'alimentation durable. Ils vont faire plus des activités autour du compostage, autour de l'agriculture, autour des jardins partagés. Voilà, donc en fait, ça va dépendre vraiment des tiers-lieux, les activités qu'on peut proposer derrière. Nous aussi, ici, je l'évoquais un tout petit peu avant, donc on va avoir plusieurs événements ouverts au public et gratuits, sans besoin d'inscription. Donc on va avoir ce qu'on appelle les pauses déjeuner. Donc c'est des événements qui à l'époque étaient hebdomadaires, qui se déroulaient tous les mardis entre 12h30 et 14h, et aujourd'hui c'est 2 fois par mois uniquement, et qu'on développe depuis plus de 10 ans. Donc c'est des événements aussi en fait où on va mettre des thématiques autour de l'innovation sociale, l'économie sociale et solidaire, des événements informels où on va échanger avec des experts, des intervenants, et on va se présenter aussi, on va connaître un tout petit peu voilà, des personnes qui tournent autour des différentes thématiques. Donc par exemple, la prochaine thématique, ça sera le 11 mars autour de la caisse Alim. Donc c'est des caisses d'alimentation, un peu comme une sécurité sociale d'alimentation. Voilà, pour voir un peu typologie de thématiques. On va voir aussi tout ce qui est autour de la fabrication, donc des ateliers partagés. On va voir des ateliers thématiques qu'on appelle, donc c'est plutôt dirigé vers des associations ici du territoire du Mirail, qui veulent venir en petits groupes fabriquer un projet qu'ils ont en tête. Voilà, on leur propose cet espace et l'accompagnement pour fabriquer leur projet sur une demi-journée, un mercredi après-midi. On va avoir aussi ce qu'on appelle les jeudis je fais. Donc c'est des demi-journées pareilles d'après-midi de jeudi pour échanger avec un intervenant autour de la fabrication et du coup qui nous raconte un peu son parcours et après pouvoir faire avec lui. Par exemple, on a fait sur de la chaux, par exemple, on a fait tout un mur avec de la chaux. On a fait sur de la fabrication avec des tissus. Donc on a fait aussi, et les gens repartent avec voilà, une pratique, un objet, etc. avec eux. Et voilà, le témoignage d'un parcours aussi qui est très intéressant pour la découverte de métiers, etc. Les vendredis pro aussi, où j'en parlais un tout petit peu avant, on ouvre tout le vendredi 2 fois par mois aux professionnels qui veulent venir fabriquer aussi des objets. On va avoir aussi des portes ouvertes une fois par an. Donc normalement, c'est la première semaine d'octobre qu'on réalise des portes ouvertes avec plein de thématiques sur 3-4 jours, des thématiques très variées et qui sont en lien avec toutes les structures du lieu. Et après, on va avoir pas mal d'événements un peu à la carte, on va dire. On va proposer des espaces pour que justement des structures du quartier puissent venir sur le lieu, proposer des événements ouverts au public, des événements plutôt professionnels. Donc voilà, c'est aussi des événements qu'on peut accueillir sur le lieu qui sont ouverts à tout le monde et des événements qui sont proposés par les différentes structures du lieu aussi. Et j'en oublie certainement, on a des artisans aussi sur place qui vont proposer des ateliers par exemple autour d'un tourneur de bois par exemple pour réaliser son propre stylo à partir d'une branche d'arbre. Chacun voilà, amène sa touche. Donc voilà, c'est ça. Chacun amène vraiment plein de touches. Donc c'est une programmation assez riche, ouverte et gratuite. Voilà, pour tout le monde. Et sans oublier qu'on propose des visites tous les mardis depuis toujours, depuis qu'on existe, tous les mardis à 14h. Donc c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas besoin d'inscription pour pouvoir découvrir en fait tout l'écosystème et la programmation justement du lieu. Ok, voilà. Merci. Je vais piocher une dernière question pour ce format. Parfait. Hop. Donc, bon, ça tombe bien. Comment voyez-vous l'évolution de ces espaces dans les années à venir sur voilà, des espaces de tiers-lieux, j'imagine. Oui.
Donc, comment je le vois, je pense que ma collègue Anne-Marie Fontaine serait plus pertinente à répondre sur cette question-là, puisqu'en fait, elle accompagne à la création de tiers-lieux. Donc, elle a beaucoup plus voilà, d'échanges avec le territoire, avec la création de tiers-lieux et les différents enjeux territoriaux. Moi, je pense en fait qu'à ce jour, le concept de tiers-lieu est un peu à la mode et qu'il y a beaucoup de tiers-lieux qui sont en train d'être créés et qui ne sont pas nécessairement en réponse d'un besoin du territoire d'avoir des lieux. Voilà, il y a une multiplication de tiers-lieux et que déjà je commençais justement à dire que le concept de tiers-lieu est un peu compliqué de définir, donc je pense que ça sera encore plus compliqué de définir avec toute la variété de tiers-lieux qui vont exister, avec une gestion et une animation qui va être vraiment très différente. Mais dans tous les cas, j'espère que les lieux qui vraiment répondent aux besoins du territoire puissent continuer en fait à accueillir des dynamiques citoyennes, accueillir aussi des temps d'échange, de rencontres professionnelles entre pairs, de synergie en fait entre acteurs du territoire et que voilà, qu'on puisse maintenir quand même ces espaces ouverts à tous et à toutes en fait, avec voilà, de l'expérimentation, de l'innovation, etc. J'espère qu'on pourra quand même pouvoir maintenir ça, mais voilà. À ce jour, c'est vrai qu'il y a des tiers-lieux qui se disent être des tiers-lieux et des tiers-lieux qui sont des tiers-lieux mais qui ne se disent pas être des tiers-lieux. Donc voilà, trouver le juste milieu, mais que dans tous les cas, ça soit des espaces ouverts. Okay. Voilà. Alors, on va passer maintenant au format questions-réponses. Vous pouvez répondre par oui ou par non et vous avez le droit à un joker. D'accord, parfait. Donc, un tiers-lieu peut-il être géré uniquement par des bénévoles? Non. Est-ce que tous les tiers-lieux ont une mission écologique? Alors, non, mais ils devraient. C'est mon petit parenthèse. Peut-on appeler un café coworking un tiers-lieu? Oui. Un tiers-lieu est-il nécessairement ouvert à tous? Oui. Les tiers-lieux remplacent-ils les bibliothèques ou maisons de quartier? Non. Un tiers-lieu peut-il fonctionner sans financement public? Non. Les tiers-lieux sont-ils un modèle viable à long terme? Oui, je l'espère. Les tiers-lieux doivent-ils être obligatoirement ouverts à tous et sans exception? Oui. Très bien, merci. Avec plaisir. Donc maintenant, on va passer à l'interaction avec notre audience et les questions qui nous ont été posées au préalable et aujourd'hui. Donc on a Martin qui nous demande quel est selon vous le plus grand atout d'un tiers-lieu? D'être un lieu ressource pour son territoire, en fait, de vraiment répondre aux besoins du territoire. On a Sharon qui nous demande à quel défi vous faites face dans les jours, dans le quotidien? Nous concrètement, oui. Alors à quel défi? Donc je pense que notre premier grand défi à ce jour, ça va être, en fait on a beaucoup de défis, donc il faut en choisir un. On est arrivé ici sur le territoire du Mirail, même si on existait avant dans le quartier des Arènes, mais du coup c'est de vraiment arriver en fait à créer une communauté avec une gouvernance partagée sur le lieu. Donc la communauté existe déjà, mais voilà, parfois à petits bouts. Donc on a une communauté de fabrication, communauté voilà, des structures résidentes, communauté des structures du quartier. Donc de pouvoir justement voilà, créer un espace en fait de rencontre, d'échange et de gouvernance partagée sur les décisions du tiers-lieu ici sur le quartier. Et Yamael qui nous demande est-ce que vous essayez d'attirer la jeune génération? Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes? Donc oui, on essaye petit à petit. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes codes encore de langage. On n'est pas habitué, moi, dans mon cas, dans tous les cas. Mais voilà, avec des personnes chargées de la com, comme par exemple, on a notre collègue Queen, qui est jeune. Donc voilà, elle peut ramener aussi tout ce jargon, ce langage, en fait, pour attirer un peu les jeunes. Donc comment on fait? Ce jour, en fait, on va aller dans des différents réseaux un peu universitaires.
on va accompagner pas mal aussi d'écoles, universités, etc. Sur des formats d'animation collaborative pour faire réfléchir collectivement, en fait, des groupes. Donc je pense que c'est un premier fil qu'on commence à tirer un tout petit peu pour attirer un peu l'attention sur voilà, comment travailler collectivement déjà. Pour nous, c'est une grande base. Et après, bah, à travers les différents événements qu'on peut proposer, on espère aussi que des thématiques soient, voilà, que soient intéressantes en fait pour les jeunes générations sur voilà, des enjeux de société, d'économie sociale et solidaire, d'innovation sociale, etc. Ce qui n'est pas trop facile pour nous, c'est qu'on est un lieu professionnel, donc en fait on va travailler sur du lundi au vendredi de 9h à 18h, donc aussi comment faire venir aussi des publics hors cours, par exemple pour les personnes qui sont à l'université, etc. Voilà, c'est des réflexions qu'on peut aussi avoir petit à petit sur voilà, les heures d'ouverture, d'intervention, etc. Et est-ce que justement les habitants du quartier Bellefontaine ont plus d'avantages que ceux de la ville de Toulouse en général ou... si ce n'est Par leur rapport au lieu. proximité? Oui, par rapport Oui. au tiers-lieu, bah en fait, il y a des dispositifs effectivement qui existent pour accompagner les habitants qui sont en quartier prioritaire de la ville. Je pense notamment, bah, nous ici, il y a des structures résidentes qui travaillent ici beaucoup sur l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, c'est ouvert à tout le monde, centre-ville, voilà, ou pas. Mais il y a des dispositifs qui existent dans ces structures, en fait, qui facilitent ou qui sont bon voilà, qu'on peut aller vers plus facilement vers les habitants dans les marchés, dans les différents temps un peu du territoire du quartier pour aller vers, leur expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Tandis que pour les personnes peut-être du centre-ville, ben, on ne va pas aller en centre-ville pour expliquer tellement ce qu'on fait, comment on peut venir soutenir les initiatives entrepreneuriales du territoire. Et est-ce que vous pourrez mesurer combien de tiers-lieux il y a à Toulouse? Non. Du tout, parce que c'est un peu comme je vous disais, il y a des Ils sont un peu tiers-lieux qui se disent éparpillés. tiers-lieux, il y a Oui, c'est vrai. des tiers-lieux qui se disent pas tiers-lieux, mais qui sont des tiers-lieux. Dans tous les cas, il y a 6 tiers-lieux totems qui ont été identifiés par la métropole de Toulouse, donc c'est des tiers-lieux qui sont un peu voilà, des grands espaces en fait, qui sont un peu, comment dire, des lieux exemplaires un peu par les thématiques qu'ils portent, par toute la communauté qu'ils vont aussi faire mobiliser, se mobiliser autour de ces lieux. Mais après, en fait, il y a plein d'autres lieux. Vous parliez avant de café, par exemple. Il y a l'Astronef, par exemple, qui est un tiers-lieu aussi, un café avec des bureaux à l'étage. En fait, non, je ne saurais pas dire combien de tiers-lieux il y a sur la métropole de Toulouse. Peut-être, je ne sais pas, une quarantaine. Je m'aventure à dire entre 30 et 40 tiers-lieux. Donc, bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce live. Vous pourrez retrouver le prochain live mercredi prochain à 13h. Et à bientôt.